Ce programme vous est offert par Orange. Depuis Lubumbashi, où il se trouve, Joseph Kabila, chef de l'État, a remis de l'ordre dans les secteurs du social. Grâce à son implication personnelle, le gouverneur de la province du Haut-Katanga a réussi à ramener le prix du sac de farine de maïs à 15 000 francs congolais. Les grands dignitaires de l'État dans le collimateur de Luzolo-Bambi, certains ont versé dans la spoliation des domaines publics de l'État. Aubin Minakou, président de l'Assemblée nationale, a réussi à ce propos. Luzolo-Bambi, conseiller spécial du chef de l'État en matière de la lutte contre la corruption. Crispin Atama, ministre de la Défense, a quant à lui reçu en son cabinet ce jeudi Maman Sidikou, représentant spécial de Ban Ki-moon ici chez nous. Au menu, l'évaluation de la situation sécuritaire générale du pays, mais aussi le déplacement en masse de la population dans la partie Est lors de la traque contre les forces négatives. Très heureuse de vous retrouver ce soir pour vous informer, mesdames, messieurs. Bienvenue à tous. On commence avec cette information. Joseph Kabila, chef de l'État, a, depuis Lubumbashi, où il se trouve, remis de l'ordre dans le secteur du social. Tenez, grâce à son implication, le gouverneur de la province du Haut-Katanga a réussi à ramener le prix du sac de farine de maïs à 15 000 francs congolais. Une bonne nouvelle pour la population locale qui a remercié le chef de l'État. Aussitôt arrivé dans l'ex-Katanga, le président de la République s'est directement attaqué au problème qui stresse ce dernier temps les habitants, à savoir la hausse du prix de la farine de maïs. Le sac de 25 kilos était passé de 9 000 francs congolais à 35 000 francs congolais. Joseph Kabila Kabange a eu une grande réunion avec le ministre de l'économie, Bahati Lukwebo, celui de la santé, Félix Kabange Numbi Mukwampa et Emile Mota de l'agriculture. C'était en présence du gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jean-Claude Kazembe Moussonda. Ce dernier a été instruit à mettre toutes les batteries en marche pour résoudre le problème le plus tôt possible. Le prix du sac de farine de 25 kilos est en baisse, soit 25 000 francs congolais, même moins. Motif de grande satisfaction pour une bonne partie de la population. Il va 30, si tu as 28, 28, tu as 27, avant tu as direct 20, de tonalité. Beaucoup n'ont pas tardé de remercier le président Joseph Kabila pour son implication personnelle. Et puis le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou Njoko, a échangé ce jeudi avec le conseiller spécial du chef de l'État en matière de la lutte contre la corruption, Luzolo-Bambi. Les deux personnalités ont échangé essentiellement sur la spoliation des domaines publics et domaines privés de l'État, une situation dans laquelle certains grands dignitaires de l'État figurent. Je viens de rencontrer l'honorable président de l'Assemblée nationale, toujours au sujet d'une question d'intérêt national, question relative à la spoliation des biens de l'État, à la spoliation des maisons de l'État, à la spoliation des dépendances de l'État, c'est-à-dire des biens du domaine public et du domaine privé de l'État. Il vous souviendra que j'avais eu l'occasion de rencontrer le chef du gouvernement sur cette même question, mais les enquêtes montrent que la plupart des personnes qui sont impliquées dans cette spoliation sont des autorités officielles. Étant donné l'implication de beaucoup d'autorités officielles, de hauts fonctionnaires de la République dans ce dossier de spoliation des biens de l'État, l'Assemblée nationale a le pouvoir de contrôle s'agissant des autorités
protégés par les immunités constitutionnelles. S'agissant des autorités soumises à l'autorisation préalable de l'Assemblée nationale en cas de poursuite de soupçons quelconques, il est apparu nécessaire que je rencontre le président de l'Assemblée nationale afin que la représentation nationale prenne en charge ce dossier de spoliation. Direction Washington, où la journée était sans repos pour le Premier ministre Matata Ponyo. Aussitôt arrivé au siège des institutions américaines, le chef du gouvernement de la RDC a eu des échanges fructueux avec le numéro 1 du Fonds monétaire international. Christine Lagarde croit aux avancées significatives en rapport avec la stabilisation du cadre macroéconomique en RDC. Reportage de notre confrère Placide Matobo. Arrivé ce mercredi 13 avril 2016 à Washington DC, le Premier ministre Matata Ponyo Mapon a été accueilli par une délégation des officiels congolais constituée notamment du ministre des Finances, des conseillers du chef de l'État et ceux œuvrant à la primature. Pas de repos pour le chef du gouvernement qui s'est rendu au siège du Fonds monétaire international. Il sera reçu par la directrice générale de cette institution de Bretton Woods. D'abord, un tête-à-tête avec Christine Lagarde avant de participer tous deux à une réunion élargie République démocratique du Congo et FMI. La patronne du fonds reconnaît les performances économiques accomplies par le pays de Joseph Kabila Kabange. Fort heureusement, malgré les turbulences mondiales et malgré les risques qui s'accumulent à l'horizon, il y a un certain nombre de pays qui arrivent à mieux tirer leur épingle du jeu. Et je constate que la RDC, grâce à des matières premières dont elle dispose, grâce à une économie plus diversifiée que d'autres, résiste plutôt mieux que d'autres aux difficultés économiques actuelles. Mais cela n'empêche qu'il faut avoir une politique rigoureuse, disciplinée et être très attentif à la poursuite de la diversification de l'économie en même temps qu'à la préservation des ressources. Je suis sûre que Monsieur le Premier ministre aura à cœur de le poursuivre, mais dont il a fait la démonstration d'un bon travail jusqu'à maintenant. Rappelons que le Premier ministre Matata est l'invité d'honneur des assises sur l'éducation dont l'objectif principal est de mobiliser des fonds nécessaires pour booster les secteurs à travers le monde. Allez, on revient au pays pour parler de la situation sécuritaire générale en RDC et le déplacement en masse de la population dans la partie est lors de la traque contre les forces négatives. Deux sujets qui ont fait l'objet de la rencontre entre le ministre de la Défense, Crispin Atama, et le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies ici chez nous, Maman Sidikou. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, Maman Sidikou, à ses côtés David Gressly, ont trouvé urgent d'établir ensemble, avec le ministre de la Défense nationale, ancien combattant et réinsertion, Crispin Atama Tabé, de la situation sécuritaire générale en RDC après la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Au cours de l'entretien, les deux partenaires se sont décidés d'affiner de plus en plus les points relatifs au programme, cette fois ici qui sera tracé par les FARDC. Au sortir de la séance, Maman Sidikou affirme qu'après la résolution 2277, la situation sécuritaire en RDC doit être restaurée dans le cadre de la reprise de la coopération FARDC-MONUSCO, telle coordonnée par le chef de l'État et commandant suprême des FARDC, Joseph Kabila. Aussi, nous avons besoin d'être constamment en contact avec lui. Il occupe un ministère essentiel pour notre coopération avec la RDC. Et donc, nous sommes venus faire un peu le point sur les questions de l'heure, y compris la situation dans l'est du pays, pour laquelle nous devons, vous savez qu'il y a le président de la République a ordonné que nous reprenions nos soutiens à la FARDC dans leurs opérations contre les forces négatives. Nous en avons parlé. Nous avons voulu aussi parler un peu plus de la meilleure façon d'affiner les outils d'évaluation de ce que nous faisons ensemble. Nous avons parlé des questions de déplacement de population. Nous avons également évoqué la question importante de la meilleure façon de soutenir les FARDC. Parce que notre action à nous, c'est de soutenir la FARDC. Maman Sidikou confirme qu'un programme sera mis sur pied pour la restauration d'une paix durable sur toute l'étendue du territoire national, ainsi que dans l'est de la RDC qui reste une priorité.
Pendant ce temps, à Bukavu, au Sud Kivu, le vice-premier ministre, ministre de l'Emploi, a procédé à la pose de la première pierre pour la construction du centre de formation ultra-moderne de l'INPP Bukavu. Willy Makashi a également procédé à l'inauguration du bâtiment administratif de l'INSS Bukavu. La construction de ces deux édifices s'inscrit dans le cadre de la révolution de la modernité, vision du chef de l'État Joseph Kabila. Les détails avec notre envoyé spécial sur place, grâce C'est en présence de plusieurs personnalités, dont le gouverneur du Sud Kivu, Marcelin Sichambo, que le vice-premier ministre, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale Willy Makashi a procédé à la pose de la première pierre pour la construction du centre de formation ultramoderne de l'Institut national de préparation professionnelle à Bukavu. 1 400 000 $ américains, c'est le coût global de travaux de construction de cet ouvrage qui devrait durer 18 mois. Dans son mot de circonstance, le directeur général de l'INPP a précisé que c'est l'Agence française de développement qui a financé la construction de ce bâtiment moderne de 3 étages qui comptera 10 salles de cours, 3 laboratoires et une bibliothèque. Par ailleurs, Willy Makashi a également procédé à l'inauguration du bâtiment administratif de l'INSS Bukavu, construit sur fonds propres. Madame le directeur général de l'INSS, Agnès Mouad, a souligné que ce bâtiment a été construit pour assurer des bonnes conditions de travail aux agents et cadres de l'INSS et offrir un cadre idéal aux prestataires sociaux. Juste après ces deux cérémonies, le vice-premier ministre Willy Makashi a regagné Kinshasa, la capitale. L'entrepreneuriat féminin, gage de l'autonomisation de la femme, c'est le thème qui a été au centre de la conférence débat organisée par la coordination de la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs du Congo par l'entremise de sa commission de la promotion de la femme entrepreneur. Deux invités de marque à cette conférence, la ministre du Commerce extérieur Nefertiti Ngoudianza et la présidente de l'Union panafricaine pour la jeunesse Francine Muyumba. Pour les femmes entrepreneurs, le combat pour l'autonomisation de la femme, c'est tous les jours et non seulement durant le mois de mars. C'est ce qui explique la tenue de cette conférence débat des femmes issues de la commission de la promotion de la femme de la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs avec la ministre de Commerce extérieur en présence de la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse. Des échanges qui ont porté sur l'entrepreneuriat féminin, gage de l'autonomisation de la femme. La FNGEC veut être aux côtés de la femme congolaise en lui en portant attention et encouragement afin qu'elle parvienne non seulement à donner le meilleur d'elle-même, mais aussi à démontrer ses compétences auxquelles ou qu'elle soit et dans ce qu'elle fait. La sous-traitance, l'accessibilité au marché, la souplesse fiscale, des questions qui ont fait également l'objet d'un plaidoyer de Francine Muyumba auprès de la ministre Nefertiti Ngoudianza. La ministre qui a été réceptive a promis de prendre en compte ces revendications. À son tour, Nefertiti Ngoudianza a entretenu l'auditoire sur l'apport de la femme sur la politique commerciale de la RDC. Des interventions qui ont donné place à un débat ouvert, au cours duquel un jeu de questions-réponses a été engagé entre toutes les parties. La rencontre s'est soldée par une remise de cadeaux, deux autres par la coordination de la FNGEC, avant le mot de clôture du coordonnateur de la structure. Dans la province de la Mongala, sachez que la commissaire spéciale a procédé à la remise de motos et kits informatiques aux chefs de service de l'administration publique. À travers cette dotation, Marceline Monjiba veut placer son entité administrative au diapason des provinces émergentes du Congo-Kinshasa. L'autorité provinciale a par ailleurs appelé les bénéficiaires à en faire bon usage. L'émergence de la province de la Mongala passe par une administration publique excellente et forte. Voilà qui justifie cette dotation des motos neuves, ordinateurs des bureaux, imprimantes multifonctions, photocopieuses, ainsi qu'un équipement du secrétariat. Par ce geste, Marceline Monjiba avait placé son entité administrative au diapason des provinces émergentes du Congo-Kinshasa. Qu'il me soit permis de rendre un vibrant hommage au président de la République, le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange,
qui fait de l'émergence et du développement de la RDC, notre pays, son cheval de bataille. En effet, l'administration publique est l'épine dorsale de toute société qui se veut responsable et respectueuse, car la vie de la nation en dépend. Comment pouvez-vous rendre un travail de qualité lorsque vous ne disposez pas de ressources matérielles? Désormais, les agents et fonctionnaires de la Mongala sont appelés à produire un travail de qualité. Marceline Mondjiba, qui a par ailleurs exhorté le personnel étatique à ne pas considérer ces ressources matérielles comme des biens privés, a appelé les uns et les autres à un usage rationnel. Autre chose à présent, une délégation des journalistes de plusieurs organes de presse opérant à Kinshasa a été reçue ce jeudi par Jean-Marie Kassamba, président provincial de l'Union nationale de la presse du Congo. L'objectif était de lui présenter leurs différentes préoccupations relatives à l'exercice de leur métier, mais également s'informer sur une pétition déposée contre lui au Bureau national de l'UNPC par un groupe des journalistes de Kinshasa. Les amis, bonjour. Nous sommes dans la salle d'attente de l'espace 50 à Gombe. Nous avons été élus au niveau de la ville de Kinshasa. Ici, Jean-Marie Kassamba, directeur général de Radio et Télé 50 et président de l'UNPC Kinshasa, reçoit une délégation de journalistes, opérateurs de prise de vue de plusieurs organes de presse et quelques photographes œuvrant à Kinshasa, venus lui soumettre un certain nombre de problèmes auxquels ils font face dans l'exercice de leur métier. Il dénonce a priori la discrimination de rédaction des informations en langue nationale et des photographes au sein de la corporation. La question relative à la pétition déposée contre lui au Bureau national de l'UNPC a également été soulevée. Jean-Marie Kassamba a donné à son tour des réponses directes et claires qui ont visiblement rencontré le desiderata de ces derniers. La police vous amène au poste, vous dites je suis journaliste, j'appelle mon président et je viens, je termine. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que nous croyons d'abord en ce qu'il fait et nous sommes venus lui réitérer notre soutien et lui dire qu'il peut compter sur nous parce que selon les informations qu'il nous a données sur place, on a compris qu'il n'y a que ceux qui sont contre le bien du journaliste qui peuvent combattre Jean-Marie Kassamba. Ils ont une conscience, ils savent les conditions dans lesquelles eux-mêmes vivent. Alors moi je les appelle à reprendre leur conscience, à voir que Jean-Marie Kassamba n'est pas là pour la politique, Jean-Marie Kassamba n'est pas là pour son bien-être, mais il est là pour le bien-être d'un journaliste congolais, donc un par un. L'affaire qui a suscité un tollé au sein de la classe politique est toujours en examen à la commission des disciplines de l'UNPC. En sport, le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi a battu cet après-midi Cher Club de Kinshasa au Stade des Martyrs en match de la 5e journée du play-off de la Division 1 sur le score de 2-0. Les deux réalisations des Corbeaux sont signées Luyindama et Ulimwenge à la deuxième période de la rencontre. Cette victoire permet à Mazembe de se positionner à la 4e position avec 9 points en 3 sorties, alors que Cher Club vient juste après les Corbeaux avec 2 points de moins, soit 7 points. On écoute ici les deux entraîneurs à l'issue de cette rencontre. On prend 2 buts après avoir raté une action de qualité. Voilà, on a craqué, on n'a pas été assez mature dans les replacements. Voilà. Face à l'équipe qui a du talent, c'est difficile. Voilà. On ne peut pas l'expliquer, simplement on a joué trop bas et puis on a raté une action et derrière on prend ce but. Voilà, on n'a pas été assez mature, on n'a pas été assez intelligent dans les replacements face à des joueurs qui ont du talent, qui ont de l'expérience, qui ont de la maturité. Et on prend 2 buts, voilà, à mon sens bête, qu'on pouvait éviter. Mais en face, il y a une machine de qualité, une grosse machine. Voilà. On méritait de moment à la mi-temps, quand on rate beaucoup d'occasions comme ça, c'est vrai que les doutes s'installent un peu. Et le début de deuxième mi-temps, on a d'autres un petit peu. C'est vrai que les remplaçants nous ont fait beaucoup de bien, ce qu'il nous faut gagner le match, mais globalement, le match était très maîtrisé et très intéressant. Et il n'y avait pas besoin de grands changements parce qu'on a eu beaucoup d'occasions en première mi-temps. Il faut les mettre dedans, c'est tout. Et il faut être plus réaliste que ça et plus vite dans le match. Mais c'est vrai que les remplaçants nous ont fait beaucoup de bien. Ils avaient bien préparé le match aussi. C'est ce qui nous a fait gagner ce soir. Voilà.
Cette triste nouvelle pour finir, l'Assemblée nationale est en deuil. Elle a perdu son deuxième vice-président. Timothée Kombokissi est décédé hier en France alors qu'il y était pour des soins de santé. Membre de l'UDPS, Timothée Kombokissi a eu la chance d'être soutenu par tout le monde au perchoir du bureau de l'Assemblée nationale en République démocratique du Congo. Cet homme qui a privilégié l'intérêt supérieur de la nation en siégeant à l'hémicycle sans tenir compte des caprices politiques de son cher parti d'opposition. Il était le premier président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale de cette législature. À la fin de ce journal, à présent le rappel des titres avant de nous quitter. Depuis Lubumbashi, où il se trouve, Joseph Kabila, chef de l'État, a remis de l'ordre dans le secteur du social. Grâce à son implication personnelle, le gouverneur de la province du Haut-Katanga a réussi à ramener le prix du sac de farine de maïs à 15 000 francs congolais. Les grands dignitaires de l'État dans le collimateur de Luzo-le-Bambi, certains ont versé dans la spoliation des domaines publics de l'État. Aubin Minakou, président de l'Assemblée nationale, a reçu à ce propos Luzo-le-Bambi, conseiller spécial du chef de l'État en matière de lutte contre la corruption. Crispin Atama, ministre de la Défense, a quant à lui reçu en son cabinet ce jeudi Maman Sidikou, représentant spécial de Ban Ki-moon chez nous. Au menu, l'évaluation de la situation sécuritaire générale du pays, mais aussi le déplacement en masse de la population dans la partie Est lors de la traque contre les forces négatives. Arlette Matondo nous rejoint dans un instant pour la revue de presse. Restez avec nous. Dans la vie, nous avons tous des rêves, objectifs et aspirations. Vos projets d'avenir ainsi que ceux qui vous sont chers dépendent des choix que vous effectuez aujourd'hui. C'est pourquoi la Raobank a créé Renaissance, le nouveau compte d'épargne qui vous propose un meilleur taux rémunérateur à court et à moyen terme. Ainsi, vous pourrez suivre l'évolution des intérêts générés par votre épargne et assurer un avenir meilleur à vos projets les plus chers. Raobank is my bank. L'actualité continue avec la revue de presse, je vous le disais tantôt, avec Arlette Matondo. Bienvenue. Merci, Gloria Mbouya. Dialogue national en RDC, une forte agitation s'observe au sein de la classe politique congolaise, toutes tendances confondues alors. Et oui, Gloria, au grand mot de grand remède, dit-on, que fera Edem Kodjo pour relever le défi de l'organisation d'un dialogue inclusif? S'interroge donc la prospérité. S'il faut ramener tous les acteurs politiques majeurs à la table de discussion, le quotidien se demande comment arrondir les angles et dans quel objectif. D'après le journal, le consensus, aussi apparent soit-il, devrait tenir compte de deux facteurs clés, à savoir les aspirations du peuple à l'alternance démocratique et le respect de la Constitution. Entre-temps, c'est la ruée vers le comité préparatoire, s'exclame Forum des As, majorité, opposition et société civile. Tout le monde veut, revendique, réclame sa place dans l'antichambre du dialogue. Pourtant, le comité préparatoire est tout sauf un espace pour tout apprenti politicien en mal de positionnement, d'où l'impératif d'établir un critérium assez objectif pour déterminer le format de ce comité. C'est maintenant ou jamais, écrit le phare. Ce que de vrais patriotes attendent d'Edem Kodjo, c'est un format ultra réduit de participants aussi bien pour le comité préparatoire que pour le dialogue. Impatient de savoir de quoi sera fait le dialogue, le peuple doit être pleinement informé aussi bien de toutes les étapes de sa préparation au niveau du comité préparatoire que de son déroulement. Au dialogue donc, la référence plus, les Congolais pensent que les Congolais sont appelés à surmonter toutes les divergences pour réussir les élections libres, crédibles, transparentes et apaisées. Pour le rédacteur de l'article, c'est possible de gagner le pari de l'attente pour éviter l'éternel recommencement et surtout le schéma du partage équitable et équilibré du pouvoir comme d'habitude. Direction le Nigeria, 14 avril 2014, 14 avril 2016. Cela fait 2 ans que Boko Haram a enlevé les lycéennes à Chibok. Eh bien, le Figaro rappelle que 276 filles au total étaient enlevées par les islamistes de Boko Haram dans le nord-est
nord-est du pays alors qu'elles préparaient leur examen. Le rapt et la diffusion d'une vidéo menaçant de les traiter comme des esclaves avaient soulevé une vague d'indignation mondiale, rappelez-vous. 657 d'entre elles avaient réussi à s'échapper durant les jours qui ont suivi l'enlèvement. Le journal français martèle que 2 ans après, on est sans nouvelles des 219 autres. À la question de savoir si elles sont toujours en vie, Jeune Afrique l'affirme. D'après le site, Boko Haram a envoyé une preuve de vie des lycéennes enlevées il y a exactement 2 ans à Chibok. Dans cette vidéo enregistrée le 25 décembre dernier, une quinzaine de jeunes filles recouvertes d'un hijab noir donnent leur nom et précisent avoir été enlevées à Chibok. Il s'agit d'une première confirmation que les lycéennes sont toujours en vie, soutient Le Monde. Malgré le mutisme du gouvernement, leurs familles n'ont jamais perdu espoir. Cependant, le flou demeure sur la localisation des disparus. Se trouvent-elles toujours dans le nord-est, fief originel de Boko Haram depuis 2009 ou hors des frontières du Nigeria? Les questions se posent. Dans un éditorial, le quotidien britannique The Guardian déplore le fait que le monde ait détourné le regard face à la tragédie de Chibok alors que la souffrance, elle, perdure. Au journal de conclure, certes, une prise de conscience mondiale ne peut en soi libérer les filles, mais cela peut et devrait sans doute aider. Il est donc temps de relancer la campagne Bring Back Our Girls et de monter le son. Donc, ils attendent encore le retour de leurs filles et nous pouvons donc les soutenir dans ce sens. Et nous, on s'est sans tourner vers elles. Et oui. Merci Arlette maintenant pour votre revue de presse. C'est moi qui vous remercie, Gloria Mbouya. Voilà tout pour ce journal. Merci de votre fidélité à Espace 50.